Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est l'épisode 1 de mon histoire aux États-Unis. Et avant de commencer par les États-Unis, je pense que je vais commencer par le tout début, c'est-à-dire à l'ambassade des États-Unis, au sortir de l'ambassade, c'est-à-dire au lendemain de l'obtention de mon visa. Parce que c'est après l'obtention de mon visa que la vie a pris une autre tournure. Vous savez très bien que lorsqu'on vous remet le visa américain et avec on vous remet le passeport avec le visa dessus, votre vie n'est plus la même. Vous ne voyez pas les choses, vous ne voyez plus les choses de la même manière. Alors, j'étais comme vous hein, à l'époque, lorsque j'arrivais, j'avais pris mon visa, j'avais les étoiles dans les yeux, c'est-à-dire je me voyais aux États-Unis déjà, et je me voyais déjà avec des stars. Parce que pour moi, c'est comme les Américains pensent ici. Ils parlent de l'Afrique, ils parlent de l'Afrique comme si c'était un pays, ils parlent de l'Afrique comme si c'était une ville. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un revient de l'Afrique, ils veulent que ils peuvent venir vous appeler pour dire, venez traduire, parce que c'est un Africain. Ils pensent que nous venons tous d'un même pays et que nous parlons une même langue. Donc c'est la même chose que j'avais dans la tête lorsque je pensais aux États-Unis. Je me suis dit, une fois que j'arrive aux États-Unis, je vais voir les stars traîner partout, les LeBron James, que j'allais les voir dans la rue, que je pouvais facilement les voir comme ça. Donc j'avais les étoiles dans les yeux. Et c'est là où avait commencé mon histoire. Alors, j'avais commencé à faire mon sac. Je vous assure, mon oncle qui était censé m'accueillir, euh, je me rappelle que j'avais reçu son appel et il m'avait dit, Yannick, comme tu as déjà le visa, tu n'es pas obligé de venir maintenant. Tu peux prendre ton temps, lorsque tu es prêt, tu démarres puisque le visa est déjà là. Vous vous imaginez, on vient dire à quelqu'un qui a travaillé dur pour obtenir son visa de patienter encore 2 semaines. Je lui ai dit, papa, je ne peux même plus patienter un seul jour. Je ne peux plus rester. Et il faut que je parte. Et j'avais décidé de prendre mon billet d'avion. Mais malheureusement, je suis allé louer un démarcheur pour payer mon billet d'avion. Et le démarcheur, il s'avère qu'il était un peu malhonnête. Ah, donc, il m'avait bouffé beaucoup d'argent. Et comme j'étais déjà lancé, je ne pouvais plus faire marche arrière. J'avais dépensé pratiquement 1,5 million alors que j'aurais pu dépenser un peu moins. Disons, si j'avais su que ça se faisait un peu facilement en ligne, je l'aurais fait. Mais quoi qu'il en soit, j'avais déjà entamé la procédure avec lui et j'avais assumé mes responsabilités et il fallait que ça se fasse. Alors, le billet étant déjà prêt, il fallait maintenant faire le sac. Et vous connaissez la vie en Afrique avec nos parents. Lorsque vous êtes sur le point de voyager, chacun vient avec son colis. Chacun veut te remettre un souvenir. Chacun essaye de faire sa petite nourriture, la pâte d'arachide, du manioc. En fait, il prépare des colis comme si tu allais d'une ville à une autre. C'est-à-dire comme si tu étais toujours en Afrique. Oublions que pour venir aux États-Unis, c'est pratiquement 3 vols au minimum. Alors, comme il est aussi difficile de dire à un parent, non, 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 je ne vais pas prendre ton colis, alors que j'avais réceptionné tous les colis. Et je me rappelle que c'était une de mes tantes qui les avait réceptionnés et qui a ce don-là de savoir faire les sacs. Alors, je lui avais confié mes 2 valises. Et moi, j'avais déjà la tête en l'air. Il fallait que je commence à dire au revoir à tous les parents. Vous savez un peu, lorsque vous êtes sur le point de voyager, aucun parent ne veut que vous partiez sans que vous ne lui disiez au revoir. Donc, il fallait que je commence ce chemin de croix. Aller de maison en maison, dire au revoir à chacun des parents. Et j'avais aussi, ce qui m'avait aussi aidé, c'est que j'avais gardé ça secret. Ce n'est que lorsque j'avais reçu
j'avais réussi à valider mon billet d'avion que j'avais commencé à informer les parents. Mais tout au long du processus, j'étais secret. J'avais gardé l'information secrète, rien que moi. Et il n'y avait que mon grand frère qui était au courant. Donc on avait gardé ça secret. Parce qu'on ne sait jamais. euh, je m'étais dit qu'il était important que je fasse mes choses en sourdine. Si ça ne marche pas, je ne vais pas crier à haute voix. Je ne vais pas crier que j'ai mal. Si ça marche, c'est là où je vais informer. Alors, le jour du départ, ma tante avait déjà fini de faire le sac. Je me rappelle seulement qu'on était venu m'apporter la liste. À l'intérieur de mes sacs, il y avait des prunes, il y avait des oranges, il y avait du manioc, il y avait du poisson fumé. Donc, on m'apporta la liste. On me dit, bon, au cas où on te demanderait ce qui est à l'intérieur, dis-leur que tu as ceci, tu as cela, tu as cela. Bon, moi, je n'avais pas vérifié. Erreur. Vérifiez toujours votre sac. Faites toujours votre sac. Ne laissez pas quelqu'un d'autre faire votre sac. Ou si quelqu'un d'autre doit faire votre sac, soyez là pour voir ce qu'on met dans vos bagages. Chose que je n'avais pas faite. Alors, j'avais pris mes sacs, je suis allé me faire enregistrer et du coup, j'avais embarqué. Et je me rappelle que j'avais un sac à dos et il fallait que je m'arrête à New York, puisque j'ai ma tante à New York là-bas. Il fallait que je lui remette un colis. Et c'était quoi? Ses enfants étaient venus me remettre du manioc, du poisson fumé également et de la pâte d'arachide qu'il fallait que je lui donne. Et comme je ne pouvais pas mettre ça en soute, il fallait forcément que je mette ça dans mon sac à dos. Je vous assure, la honte de ça. J'avais quand même accepté parce que bon, moi je ne pensais même à rien de mal. Mon objectif c'était que je partais aux États-Unis. Donc, je ne pouvais pas laisser quelque chose gâcher ma joie d'aller aux États-Unis. On démarre. Je me rappelle qu'à l'aéroport de Libreville, au contrôle, j'avais mon sac à dos qui avait des produits vivriers à l'intérieur. Et lorsque je scanne le sac, les gars m'arrêtent, ils me disent, petit papa, il y a un truc à l'intérieur, il y a des trucs un peu... tu ne vas pas partir d'ici sans nous mouiller un peu la gorge. J'avais pris, comme j'avais converti mon argent en dollars, en euros, puisque je n'avais pas le dollar, je prends 20 euros, je leur remets. Merci, merci grand. Tu sais, lorsque vous avez un peu l'argent, on vous appelle grand. Je traverse, je prends l'avion. Tout se passe bien. On quitte Libreville pour Turquie. Tout se passe bien. Alors, les inconvénients commencent à l'aéroport de Turquie. Je me rends compte que l'agent, le démarcheur que j'avais pris pour mon billet d'avion, c'était en foutu de... en fait, il s'en foutait bien du temps que je devais passer dans les différents aéroports, c'est-à-dire pour attendre le prochain vol, il s'en foutait. Puisque lui, il fallait seulement qu'il encaisse son argent. Donc, il m'avait choisi un visa qui... et il m'avait choisi un billet d'avion où je devais faire des escales de 6 heures, de 7 heures de temps. Alors, j'arrive en Turquie, j'attends pendant 7 heures. 7 heures pour un prochain vol. Bon, je n'avais pas vu les 7 heures très très longues parce que j'avais fait une très très belle rencontre d'une... elle était d'une Portugaise, une très très belle femme, avec qui j'avais passé du temps à l'aéroport, on s'était échangé, on avait passé du bon temps ensemble pendant les 6 heures-là. Son escale était aussi pour 6 heures, mais elle allait dans un autre pays. Donc, quand je quitte la Turquie pour les États-Unis, c'est pratiquement 17 heures de vol. Des amis, je n'ai jamais passé autant de temps à l'aéroport. Vous dormez, vous réveillez, vous dormez, vous réveillez, c'est toujours en route. Vous êtes toujours dans l'avion. C'est tellement long. Et je vous assure, je ne suis plus jamais repassé par la Turquie. J'avais eu un dégoût pour la Turquie, New York.
Donc, c'était pour moi l'un des trajets les plus longs. Alors, j'arrive à New York. Vous vous imaginez, enfin aux États-Unis. J'ai trop entendu parler de New York. J'avais trop entendu parler de New York. Lorsque le pilote dit Welcome to JFK Airport, je me dis wow. Donc c'est vrai que je suis à New York. Alors, il y a une petite chose qui vient écourter ma joie. C'est le fait qu'on avait commencé à distribuer les fiches de déclaration. Donc quand je dis la fiche en anglais, je dis bon, qu'est-ce qu'on veut que je déclare? Alors, je vois, est-ce que vous avez de la nourriture? Qu'est-ce que vous avez exactement? Est-ce que vous avez de l'argent sur vous? Combien vous avez? Je dis, oh, Seigneur, maintenant qu'on me demande de déclarer ce que j'ai dans mes bagages, est-ce que mes bagages se sont arrêtés ici à New York ou bien mes bagages sont directement allés à Tampa, là où je vais en Floride? Je ne savais pas. Alors, je prends la déclaration, je déclare 2 ou 3 trucs. Je me suis dit, bon, c'est juste, pour moi, je pensais que c'était juste une formalité. Alors, je déclare 2 ou 3 trucs. Je déclare, sur moi, j'avais 350 euros. J'arrive à l'aéroport, on descend. Je vois de la lumière partout. Je vois du monde. Chacun court à sa direction. Chacun est occupé. Vous n'avez pas le temps d'arrêter quelqu'un pour lui dire « Je veux aller à tel ou tel endroit. » Qu'est-ce que c'est? Non. Chacun est pressé. Parce que si tu ne te presses pas, tu vas rater ton prochain vol. Alors, moi, j'étais en transit, je devais prendre un autre vol pour la Floride qui était JetBlue, un avion local. Mais bien avant que je ne prenne cet avion local, il fallait que je rencontre ma tante. J'essaye de l'appeler. Je suis là, j'essaye de l'appeler, son numéro ne passe plus. Je dis, mais c'est pas sérieux. J'arrive au contrôle de douane, c'est là où les choses commencent. Les États-Unis vont me souhaiter la bienvenue d'une certaine manière à ce niveau-là. Alors, quand j'arrive avec mes bagages, je vous rappelle que je n'étais pas d'abord au courant que mes bagages étaient à New York, que c'était venu s'arrêter à New York. Mais c'est par intuition que je me dis, non, bon, Yannick, je vois les gens tourner, aller chercher leurs bagages, va quand même tourner, on ne sait jamais. Alors, je pars, je tourne. Je commence à regarder là où on prenait les bagages qui avaient pris notre vol. Je vois un de mes sacs. Je dis, oh, moi je pensais que mes sacs étaient allés directement. Alors, je regarde, je vois tous les sacs. Je vous assure, imaginez après avoir passé 2 jours entre les différents vols, de Libreville, Turquie jusqu'à New York, le poisson fumé qu'on a mis dans mon sac, les prunes et autres, toute cette chaleur-là, je vous assure, l'aéroport en pestait. L'aéroport ne sentait que le poisson fumé. Et je vous assure, si on comptait les 5 gars, si on comptait 5 gars qui étaient très très bien habillés dans cet aéroport, on allait me compter. J'étais en costume bleu, chaussures signées en mon nom, Yann Cooper. Frais comme un poisson. Donc je suis allé récupérer les bagages. J'avais commencé à avoir honte parce que en récupérant les bagages, il y avait une forte odeur de poisson fumé. Et cette odeur-là me suivait. J'avais honte. Alors, j'allais vers les douaniers. Je tire mes bagages. Bonjour, bonjour. Bienvenue à New York. Qu'est-ce que vous avez? Je dis, bon, est-ce que vous avez quelque chose d'illégal? Est-ce que vous avez des choses à déclarer? Faites-le maintenant avant qu'on ne passe vos bagages au scanner. Je dis non, je n'ai rien d'illégal. Regardez un peu la liste qui est ici. Est-ce que vous avez des produits là, à l'intérieur de vos sacs? Je dis, je ne pense pas. Non, je ne pense pas, ce n'est pas une réponse. C'est soit oui, c'est soit non. Donc, si vous dites je ne pense pas, ils considèrent ça comme si vous avez dit non, je ne les ai pas. Alors, on fait passer mes bagages au scanner.
Au scanner, tout est à découvert. C'est-à-dire, on peut voir qu'il y a des produits vivriers à l'intérieur. Donc, on arrête mes sacs. On me dit, monsieur, venez, would you mind coming over here? Je pars tranquillement. Et les gars là sont très polis, ils sont très intelligents. Ils posent la main sur la valise, ils me disent, bon, bien avant que je n'ouvre ta valise, je veux que tu me dises exactement, pardon, je veux que tu me dises exactement ce qu'il y a à l'intérieur de tes bagages, bien avant que je ne les ouvre. J'ai dit, bon, j'ai commencé à citer selon la liste que j'avais, du chocolat, de la pâte d'arachide. Il me dit, c'est tout. Après, il me dit, est-ce que vous avez des fruits frais? Bon, vous vous imaginez, vous êtes à l'aéroport de New York, un aéroport où on contrôle tout, il y a les chiens et autres. On vous dit fruits frais. Moi, je me suis dit que c'était un code qui existe à l'aéroport pour parler de la poudre blanche. Je dis non, je ne fais pas dans ça. Il me dit, ah bon, vous n'avez pas de fruits à l'intérieur. Vous êtes sûr que si j'ouvre ici, je ne trouverai aucun fruit frais? Je dis non, qu'est-ce que vous entendez par fruit frais? Il me dit, selon les données que j'ai vues à l'ambassade, tu parles anglais, tu es professeur d'anglais. Je dis oui, mais alors tu ne connais pas les fruits frais? Je dis je connais, mais je ne sais pas si c'est un code ou pas. Il me dit non, on parle de fruits frais. Je dis bon, je ne sais pas. Alors il ouvre le sac. Je vous assure, la honte de ma vie. Ça, c'est la première gifle devant les gens. Et quand on ouvre votre sac, puisqu'il y a les autres personnes qui passent, tout le monde, c'est à découvert. Les gens passent, les gens regardent. Quand on ouvre mon sac, j'avais seulement mis mes mains à la tête. Vous savez, tous les produits vivriers, tous les fruits qu'on avait mis à l'intérieur avec les secousses, tout s'était mélangé avec les habits et autres. Rien n'était protégé. J'avais beaucoup de vestes dans mes valises parce qu'il fallait que je vienne jouer au Ricain. Quand il soulève une de mes meilleures vestes comme ça, on voit comment le poisson fumé sort de la veste. On voit comment les prunes sortent. Les prunes étaient déjà décomposées. Bien fondues, quoi. J'étais là. Il me dit, après il y avait un autre douanier qui était juste à côté. Le douanier lui demande, mais il sort d'où? Le gars dit, mais de l'Afrique. Il va encore sortir d'où? Je le regarde, je dis, waouh, comment ça? Il me dit, mais pourquoi vous avez des trucs... vous avez dit que vous n'aviez pas de fruits frais. Moi, je vois des oranges, je vois des prunes, donc vous m'avez menti. Je dis, non, monsieur, exactement. Honnêtement, ce n'est pas moi qui fais le sac. On a fait le sac à ma place et on ne m'a pas dit qu'il y avait des fruits frais à l'intérieur. Il m'a dit, non, je considère ça comme étant un mensonge. Je vous colle une amende de 375 $. 375 $ à peine arrivé. Moi, je n'ai sur moi que 350 €. Je dis, bon, je fais mon mea culpa, je ne peux pas bouder. Ce sont eux qui ont ma vie, mon voyage entre les mains. C'est-à-dire, si je perds trop de temps ici, je ne pourrais même pas prendre mon prochain vol. Et je me disais aussi qu'il y avait ma tante qui m'attendait à l'extérieur. Alors, on me dit, on sort tous les produits. Les chocolats, on ouvre pour vérifier s'il n'y a pas des trucs bizarres à l'intérieur. Le manioc, il y avait des petits maniocs, on ouvre. Il y avait du poisson fumé. Ce qui avait le plus sali mes habits, c'était du poisson fumé. C'était le maquereau fumé. Le maquereau fumé, lorsqu'il est en contact de la chaleur, il fond. Donc, il y a de l'eau qui coule. Et ce taux, jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai jamais oublié. Je n'ai jamais oublié l'odeur de ce taux. Ça avait empesté tout l'aéroport et ça avait sali mes habits partout. C'est-à-dire, peu importe l'eau de Javel que vous allez utiliser, ce taux ne pourra pas enlever cette odeur. Moi, je ne savais pas.
Alors, le gars a enlevé les produits qui étaient déjà décomposés à cause de la chaleur. Il les a jetés dans la poubelle. Il a enlevé ce qui était, il a quand même laissé ce qui était un peu dry, c'est-à-dire du manioc qui était sec, le chocolat, la pâte d'arachide qu'ils connaissent aussi. J'étais là paralysé, j'étais froid. J'ai dit, waouh. Il me dit, bon, vous payez comment? Vous avez de l'argent sur vous? J'ai dit, j'ai 350 euros, je n'ai pas du dollar. Il me dit, bon, nous allons sortir, je vais vous accompagner. J'étais escorté par les agents. Nous allons aller au bureau de change, vous allez faire votre change et puis vous allez payer l'amende. Mais comme vous avez accepté votre faute, vous n'avez pas boudé, au lieu de 375 dollars, vous allez payer 175 dollars parce que vous avez été honnête en acceptant la faute. Vous avez coopéré. J'ai dit ok. Je suis allé et je sais que la dame qui était au bureau de change m'a bouffé de l'argent, mais comme je n'étais pas en position de bouder, j'avais accepté ça comme ça. J'avais 350 euros. Quand je lui remets pour qu'elle fasse la conversion en dollars, c'était censé être plus. Étant donné que le dollar est plus fort que l'euro est plus fort que le dollar, je devais recevoir plus, mais elle me remit 350 dollars. J'avais voulu bouder, mais il y avait des agents à côté de moi. Je m'étais dit, bon, ok. Bah, tu ne peux plus faire une autre scène. Tu sors, tu n'as même pas encore fini le vrai combat et tu veux rentrer dans un autre. J'ai dit, bon, j'ai pris mes 350 dollars. Heureusement que c'était supérieur à l'amende. J'ai remis les 175 dollars aux agents. Ils m'ont fait une note pour dire que j'ai reçu une amende. Alors, je suis sorti de l'aéroport. Il fallait maintenant que je cherche la tente. J'essaye d'appeler. Rien. Mais comme je ne pouvais pas aussi rester sur place, j'ai commencé à me renseigner comment faire pour aller à la station, à la gare pour JetBlue. Je dois aller prendre mon vol pour JetBlue. JetBlue. On me dit, prends l'ascenseur. J'avais combien de bagages? 4 bagages avec moi, 4 valises. J'ai commencé à traîner mes valises parce qu'il fallait que je prenne les escalators, comment on appelle ça, les ascenseurs pour aller pratiquement au 7e ou 6e étage où il y avait JetBlue. Je ne sais pas quel étage exactement, mais il fallait que je prenne l'ascenseur et autres. Donc je suis arrivé là-bas. J'ai enregistré mes bagages et c'est là où la tante était venue me retrouver après tout ce combat. J'étais fatigué. Fatigué, il fallait que je rentre. Alors, après avoir enregistré mes bagages, j'ai pris le vol. Et entre New York et Tampa, c'est juste 2 heures de vol. J'étais un peu soulagé. Mais c'est quand j'arrive à Tampa, j'arrive à joindre mon oncle, je dis, je suis déjà là. Il me dit, ok, je t'attends de l'autre côté, prends le train. Je dis, comment ça prendre le train? Je ne connais pas les États-Unis. Tu vas me dire d'aller prendre le train. Il me dit, non, il y a un train à l'aéroport, un tram, ça va très vite, un TGV qui est là. Il va venir te déposer exactement là où je suis. Je dis, mais pourquoi vous ne pouviez pas venir m'attendre là où on prend le train pour que je n'ai plus à prendre ce train-là? Il me dit non, tout le monde prend le train là parce que ça vous conduit là où on prend les bagages. J'ai dit ok, j'ai pris le train. Et quand j'arrive, je salue tout le monde, c'était la grande joie. Après avoir traversé la mer Rouge, disons-le ainsi. J'avais salué tout le monde, il fallait maintenant qu'on récupère les bagages. Et lorsque je vais là où on récupère les bagages, je ne retrouve qu'un seul bagage. Il y a un bagage qui manque. Et c'est le bagage qui avait aussi beaucoup plus de nourriture bizarre. Donc, le calvaire n'était pas encore fini. J'étais obligé de rentrer avec un seul bagage, mais j'avais laissé la description du bagage qui était perdu. Donc, il m'avait promis de retrouver cela et de venir le déposer chez moi.
Donc j'étais rentré et c'était là la fin de la première étape, c'est-à-dire mon arrivée aux États-Unis. Dans la vidéo qui va suivre, c'est-à-dire nous allons, à l'épisode 2, nous allons parler de comment ma vie aux États-Unis avait commencé. Donc restez connectés, surtout ne clignez pas des yeux, car vous risquez de rater certains événements intéressants qui peuvent vous servir de leçon. C'était le général.